Je suis née le 28 octobre 1929. Je suis pupille de la Nation. Mon papa est mort en service commandé. Il était militaire de carrière. En 1939, comment avez-vous su que c'était le début de la guerre? Lorsque la guerre a été déclarée, donc j'avais donc 10 ans, et je me rappellerai toujours parce que c'était le ciel était mais vraiment c'était rouge partout, comme embrasé, et ma maman me dit je ne sais pas, mais il va arriver quelque chose, hein, c'est une annonce de quelque chose qui n'est pas bon. Effectivement, peu de temps après, il y a eu donc cette déclaration. Durant les moments difficiles de la guerre, avez-vous été obligé de quitter votre logement avec votre famille? Lorsque ça a été déclaré, il y a beaucoup qui sont partis en exode. Nous sommes donc partis sur une vieille carriole et nous avons trouvé des villas qui étaient là pour nous cacher. Donc nous sommes arrivés dans une villa, il y avait déjà deux familles belges qui se trouvaient là et qui nous ont accueillis, bien sûr, ils étaient comme nous, hein, ils fuyaient l'ennemi. Et les messieurs, donc mon beau-père et mon frère et les personnes qui se trouvaient là, ils avaient trouvé dans les champs un peu plus bas, ils avaient trouvé des pommes de terre. Et tout contents de nous amener ça, bien sûr, parce que nous n'avions pas beaucoup à manger. Et nous avions mis ça à cuire dans cette fichue marmite. Nous ne savions pas quand même que les Allemands étaient tout près de nous, là. Tout près de nous, c'est quand on a entendu les bruits de bottes, le parler allemand et tout. Nous avons commencé à prendre peur, bien sûr. Et ils ont frappé. Si les portes n'ouvraient pas, systématiquement, il est cassé pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui était enfermé ou des juifs ou voilà. Donc on leur a ouvert et ils ont vu qu'il y avait quelque chose à cuire. Donc il y en a un qui parlait un peu le français, qui a réussi quand même à s'expliquer. Il a dit que eux aussi l'avaient fait, ils avaient besoin de manger. Ils ont demandé à un monsieur qui était là, donc un Belge, d'aider à jeter l'eau chaude. Ils sont partis avec les pommes de terre. Et je vous assure que nous étions bien malheureux parce que c'était quand même, comme on dit, entre guillemets, notre pitance. Ils sont partis avec. Donc rien à manger. Les chasseurs, donc les hommes, ont réussi à tuer 2 goélands. Donc j'en ai mangé. Comme on dit, j'ai mangé de la mouette. Je vous assure que c'est une viande qui est très très dure, hein, malgré qu'on l'avait mis à bouillir, enfin, etc. Mais il fallait qu'on mange. Beaucoup de gens ont perdu leur famille. Avez-vous vécu ce genre de tragédie? Et un beau jour, nous avons décidé de revenir chez nous. Et mon frère a réussi à passer donc un examen de dessinateur. Il était reçu, il a travaillé comme dessinateur aux travaux maritimes. Et un jour, en allant relever des plans à l'Arsenal, l'alerte a été donnée, mais les bombes tombaient. Donc il n'a pas eu le temps de se cacher, d'aller quelque part pour se mettre à l'abri. Et il a été blessé à l'abdomen. Le malheureux tenait ses intestins dans ses mains. Et avant de mourir, il a simplement dit comme ça, il faudra dire à un moment de ne pas en vouloir aux Alliés. Parce qu'évidemment, les bombardements, c'était les Alliés, bien sûr. Et pour moi, c'est quelque chose parce que c'est très important dans ma vie de petite fille. Parce qu'au bout de quelque temps, ma maman m'a emmenée. Elle m'a emmenée à l'hôpital. Il y avait qu'un drap qui était maculé de sang, donc tout le bas du corps, et évidemment, c'était mon frère. Et ma maman m'a prise par la main et elle m'a emmenée près du corps de mon frère. Le visage n'avait pas été touché. Donc elle m'a dit, regarde, c'est ton frère, mais n'oublie jamais ça. Donc je ne l'ai jamais oublié. Donc je vous assure que c'était très dur pour une petite fille, très dur pour ma maman, parce qu'elle était très forte à ce moment-là, mais malheureusement après ça n'a pas duré. Et le jour des obsèques, parce que mon frère a eu le drap bleu, blanc, rouge sur son cercueil, c'était la première fois que j'entendais la sonnerie aux morts. Je vous assure, ça m'a glacée. Et la vie a repris un peu le dessus, bien sûr.
Et un beau jour, maman me dit, tu sais, il faudrait que tu ailles chercher du lait. Et la dame qui me connaissait bien m'appelle par mon prénom, que veux-tu Janine, tu veux ton lait? Donc, et tout d'un coup, on entend un bruit de, vous savez, un camion qui s'est arrêté. Et tout d'un coup, des bruits de bottes, on a entendu Chanel, et voilà. Et il s'était arrêté au prix d'un café. Et dans ce café-là, il y avait 3 hommes qui avaient l'habitude de se cacher, qui venaient l'après-midi, ils travaillaient, ils ne voulaient pas aller travailler en Allemagne. Donc, tout d'un coup, les Allemands ont sorti les 3 hommes, ils les ont fait monter dans un camion. Le troisième est monté difficilement, il a bravé le SS, parce que c'était un SS, il l'a bravé. Et il a dit « Vive la France, vive l'Angleterre, à bas Hitler ». Et l'Allemand, qui n'était pas vieux, je vous assure, hein, je ne sais pas s'il avait 20 ans, il a pris son chargeur de mitraillette et il lui a mis sur lui, comme ça. Et son corps a eu des soubresauts, bien sûr. L'Allemand, il a fini de vider son chargeur. Il a tapé dans les côtes, donné des coups de botte dans les flancs du monsieur. Le corps a roulé jusque dans le ruisseau. Vous savez, je me demande comment nous n'avons pas été tués, parce qu'il y avait un monsieur qui était là, il a mis ma main sur ma bouche parce que j'ai crié. Le jeune Allemand a sorti son pistolet et il lui a donné un coup dans la nuque. Il a encore regardé, il a donné des coups de pied et puis le camion est parti. Je n'arrivais même plus à marcher parce que j'avais tellement eu peur, mais vraiment, vraiment, vraiment eu peur. Et puis la vie a continué. Et un beau jour, aux Travaux Maritimes, le directeur des Travaux Maritimes a proposé à un moment un poste de femme de ménage. Donc elle a accepté, mais elle ne pouvait plus me garder. Donc elle a décidé de m'envoyer chez mon parrain et ma marraine, qui était le frère de papa et la sœur de maman. Donc ils m'ont pris, je n'avais pas d'enfant, ils m'ont pris, mais alors c'était vraiment, ils m'ont envoyé dans l'enfer. Maman m'a envoyé dans l'enfer. Et puis un beau jour, nous avions appris que de l'autre côté de la Seine, on pouvait avoir, en grattant le sable et tout ça, on pouvait avoir des petits morceaux de charbon, de coke et tout ça. Et mon parrain, qui avait donc cette barque, nous emmenait, ma marraine et moi. Alors lui m'avait fait un petit trident et puis je grattais, et on était tout contents, on avait de quoi chauffer, on ramenait des petits sacs, c'était toujours ça, mais c'était dangereux parce que on aurait pu être, bien sûr, tué par les bombardements et autres. Et un beau jour, mon oncle me dit, tu prends la gaffe, tu vas la ramener près du quai et je te rejoins. Et j'essayais de ramener la barque, ça m'était déjà arrivé, mais là il y avait une résistance, Oh, impossible, qu'est-ce que c'est que ça? Avec un effort, écoutez, il y avait un corps de femme. Oui, vous avez bien entendu, un corps de femme. Donc ça devait être une femme qui avait été tuée dans les bombardements, sans aucun doute. Mais le pire de tout, c'est qu'elle n'avait plus de tête. Alors là, c'était affreux. J'ai hurlé, vous ne pouvez pas savoir. Donc mon parrain est arrivé et il a vu, si bien qu'on n'a pas pu partir ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était prévenu à la gendarmerie, bien entendu, de ce que nous avions de notre découverte. C'était vraiment l'enfer. Où j'habitais à Croisset-Diepdal, il y avait des grottes naturelles. Et mon parrain avait installé dans cette petite grotte notre chambre. Je voyais bien mon parrain qui de temps en temps écoutait un poste de TCF et il se mettait une couverture et ma marraine lui disait « Est-ce que tu vas bientôt te coucher ?» Et on avait vu, je m'étais rendu compte que de temps en temps il prenait sa bicyclette et puis il partait. Ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris après, c'est qu'il était chef de réseau. Donc il était résistant. Et puis un beau jour, il y avait eu des messages personnels et j'entends le pot de géranium est sur la fenêtre. Et tout d'un coup, il arrête, il prend la bicyclette, le voilà parti. Il préparait un atterrissage parce que, évidemment, il fallait parachuter les Alliés, il fallait les soldats. Puis un beau jour, il me dit « Dis donc,
tu sais, j'ai fait une remorque, je l'ai installée derrière le vélo, je t'emmène, on va là Canteleu. Nous voilà partis, on arrive pas loin de la commandanture. Il y avait 2 soldats allemands qui étaient là, qui faisaient la garde. Et mon parrain me dit, bah tiens, tu vas garder le vélo. Et il me dit, je vais aller chercher des betteraves pour manger. Je gardais, moi. Je me dis maintenant, Orient, mais j'ai fait quand même un peu de résistance. Pour la bonne raison que j'étais là. Et pendant ce temps-là, il allait vraiment chercher des betteraves, mais il mettait aussi des tracts, et puis il mettait des mots, évidemment, parce que pas loin de là, ben, il y avait des résistants. Quand j'y pense quand même, il n'avait quand même pas peur. Pas loin des Allemands, la commandanture qui était là, qui était très très importante. Donc l'Allemand est sorti et il demande ce qu'il y avait. D'abord, il perce pour voir ce que c'était, puis il n'était pas satisfait de ce qu'il avait vu. Vous savez ce qu'il fait? Il prend le sac, il fait tomber dans la remorque, il voit que c'était les betteraves. Il se met à rire, il appelle le monsieur qui était avec lui, le soldat qui faisait la garde avec lui. Donc, il riait, il se moquait de nous, hein, en somme, il se moquait de nous. Et on était à un moment sans y retourner, parce que je vous assure que là, il s'était passé quelque chose. Et vraiment, il s'était passé quelque chose. Mais un autre jour, voilà, ça sonne à notre grille, à la grille, porte d'entrée. 2 Allemands, un qui parlait français, l'autre qui avait l'air d'être un officier, et il s'adresse à mon parrain, M. Benoît, il lui dit oui, j'aimerais vous parler. Alors mon parrain, poli, le fait rentrer et tout, il dit non, j'aimerais aller côté la grotte. Donc le voilà parti, parce qu'au fond, après l'enclos, mon parrain, là où il élevait les lapins, il avait fait une tranchée. Dessous, il y avait quelque chose, parce qu'il y avait des armes. Et j'entends qu'il dit, Monsieur Benoît, mais qu'y a-t-il là-dessous? Il a bougé les planches, une chance, il n'a pas été voir, ils n'ont pas été voir dessous, il a dit bon. Il a dit qu'il allait revenir, qu'il reviendrait, qu'il s'excusait du dérangement. Et je vois encore mon parrain qui me prend par la main. Il pousse un soupir, il se met à pleurer, il était tout blanc. Alors je lui fais, t'as eu peur, parrain? Oui. Parce que t'as fait quelque chose qui n'allait pas? Alors il me répond tout simplement, ça leur a pas plu que je mette du bois devant les cabanes à lapins, évidemment. Donc il est donc le chef de réseau, il s'appelait Alexandre Benoît. Quand j'y pense, je me dis, bon sang, qu'est-ce qu'il a... C'était quand même risqué ce qu'il faisait, mais tous les résistants, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, c'était au péril de leur vie, tout ce qu'ils ont fait. Et là, il faut quand même leur rendre hommage. Parce que, vous savez, c'est beau. Mais combien il y en a qui ont péri, malheureusement. C'est pour ça que nous qui avons vécu, il faut absolument parler. Parce qu'il le faut. Parce qu'il faut transmettre aux jeunes générations ce qui nous est arrivé. Il faut le savoir. Moi, je dis qu'il ne faut pas faire de distinction de couleur de peau, de religion. Il faut être tolérant, tout en étant vigilant. Parce que la seule chose que je peux vous dire, la paix ne tient qu'à un fil. Nous ne voulons pas que la guerre recommence, même si nous sommes une petite goutte d'eau dans une mare. Alors tâchons qu'elle s'agrandisse. Voilà, moi c'est mon but, c'est ma mission. Ce sera à vous, les jeunes, de transmettre ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce que vous avez appris. Moi je compte sur vous. Voilà.